fond. Comme je le disais à l'instant en répondant à madame, je suis officier général tradition, je suis directeur adjoint du centre de doctrine et d'enseignement du commandement. Et à travers cette fonction d'officier général tradition, je suis un peu le référent d'un des piliers d'un gros dossier qui est très cher au général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, et ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'en reparle pas maintenant. C'est celui des forces morales. Un vieux sujet, mais qui a été traité par de très grands anciens, notamment Ardent Dupic et le maréchal Foch, qui disaient même que les valeurs morales, les forces morales étaient encore plus importantes, d'une portée encore supérieure à ces fameux 3 principes. Alors, moi je ne vais pas chercher à résumer tout ce que j'ai entendu. Simplement, je voudrais d'emblée remercier beaucoup Emmanuel Rioux et le colonel Cottard de cette organisation. Le remercier en même temps, je me rends compte à quel point j'avais déjà eu ce sentiment après la première journée, je sais qu'il y en a une 3e, une 4e probablement derrière, à quel point je suis au pied d'un Himalaya en cherchant à traiter le sujet global des forces morales avec le colonel Coco Duverger qui est présent ici, j'en suis très content, et qui porte ce dossier. Et puis en particulier de son pilier qu'on appelle héritage racine aujourd'hui. Et on est vraiment au cœur de ce pilier. Et je voudrais tout de suite rebondir sur une formule qui forcément m'a marqué et que je retiendrai, c'est celui de l'autorité du passé. Alors maintenant, je vais vous faire simplement des petits flashs. Tout d'abord sur drapeau, étendard, fanion. Les fanions sont portés par des adjudants dans les bataillons de chasseurs. Petite parenthèse. Et donc, ce qu'on appelle en général les emblèmes. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir étymologiquement et en sémiologie, qu'est-ce que ça veut dire, les emblèmes. Voilà, c'est un thème extrêmement riche qui a été évoqué ce matin. Moi, j'en rajoute 2 petites pistes intéressantes sur pourquoi un chef de corps ou son représentant, à un moment donné, souvent dans la bataille, dans l'histoire de son pays, est amené à enterrer un drapeau et à le déterrer. J'ai eu l'immense honneur de commander un régiment dont le drapeau a été enterré près de Vichy en 1942 par son chef de corps et a été déterré en 1944 pour lui être remis par le général de Gaulle sur la place au centre de la ville, non pas au centre du régiment, mais au centre de la ville de Colmar, dans la plaine épopée Rhin et Danube. Et le régiment est parti ensuite jusqu'à Stuttgart, et un des commandants de bataillon, le lieutenant-colonel peut-être à ce moment-là, Hérulin, le père de Philippe Hérulin, a descendu l'aigle nazi, enfin le drapeau nazi de la mairie de Stuttgart. Et aujourd'hui, cette histoire-là, presque 80 ans après, elle est extrêmement vivace dans la mémoire du régiment et dans son esprit de corps. Sur les emblèmes, il y a aussi une autre formule qui me paraît être pleine de sens, c'est embrasser le drapeau. Qui embrasse le drapeau? Les seules fois où je l'ai vu faire, c'est dans des cérémonies d'adieu aux armes, d'officiers généraux qui ont cette belle tradition de faire appeler la garde au drapeau du régiment qu'ils ont commandé. Et lors des derniers honneurs au drapeau, le général qui quitte l'institution embrasse le drapeau. Quelle signification? Deuxième spot. La passation des troupes en revue, ça a été évoqué ce matin, on a parlé du regard du chef. Le rythme de l'autorité qui passe les troupes en revue. Parfois, il y en a qui passent en revue lentement, d'autres plus rapidement, au rythme de la musique, etc. Mon rythme, personnellement, quand je commandais mon régiment, c'était
le rythme qui me permettait d'accrocher une fraction de seconde le regard de tous mes soldats. Et on y arrive, hein, même malgré le nombre. On y arrive. On y arrive. Et en échange de cette fraction, comme je l'ai appris et comme tous les officiers ici présents l'ont appris quand ils étaient en école, les soldats, ça n'a pas été évoqué ce matin, sont éduqués, sont formés, mais je préfère dire éduqués, à accrocher immédiatement le regard de leur chef dans toute la largeur de leur champ de vision. C'est-à-dire que dès que l'autorité qui passe les troupes en revue arrive par la droite, toujours, tous les soldats de la troupe essayent, je caricature à peine, essayent de le choper le plus rapidement possible. C'est ça le principe. Et ne le quittent pas jusqu'à ce qu'il quitte le champ de vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un échange. C'est un échange de regards. Et au-delà de cet échange de regards, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une communion entre le chef et sa troupe. Et on pourrait, là encore, en sémiologie, sur le terme de la communion, en dire beaucoup. Moi, j'aime bien parler de la commune union entre le chef et ses subordonnés. Alors là, on commence à aborder un sujet dès la première journée d'études. On en avait énormément parlé. Quasiment tous les intervenants avaient parlé de ces comparaisons incessantes entre ce cérémonial militaire et le domaine religieux. Aujourd'hui, ça a été encore le cas. Et là, j'ai quelques petites remarques complémentaires. D'abord, l'intrication, non, ça j'en parlerai après. C'est un sujet, dans une des dernières interventions, on a entendu, je paraphrase à peine, reconnaître les morts, c'est célébrer la vie. Donc il y a forcément une dimension transcendantale à tout cela. Et j'ai bien aimé ce lien d'ailleurs, je ne sais pas s'il était voulu, Eva, dans votre intervention, entre le lien, vous avez parlé de la sonnerie aux morts et du cessez-le-feu. Donc il y a bien une bascule entre reconnaître les morts d'un côté et célébrer la vie, en tous les cas la fin de la guerre. J'ai entendu parler aussi de l'intrication très, très forte entre transcendance et immanence. Je pense qu'on peut encore passer quelques heures à réfléchir à cela. Alors, quitte à vous surprendre, moi ça m'a rappelé une expérience qui n'est pas militaire, pas tout à fait militaire, c'est là quand je préparais l'école de guerre, pour faire autre chose que de pâlir sur de noirs bouquins, comme on dit, j'ai appris à sonner de la cornemuse. J'étais à Couët-Quidan à ce moment-là. Et mon professeur de cornemuse était druide. Ça existe encore aujourd'hui, les druides. Et il avait, oui, une grande barbe blanche, pas aussi longue que celle de Panoramix. Mais une des premières choses qu'il m'a dites, avant de commencer à essayer de souffler dans le machin, c'était que ça avait une forte symbolique dans le monde celte, cet instrument, parce qu'à la fois, il y a des bourdons, les bourdons, c'est les morceaux de bois verticaux, qui symbolisent l'appel à la protection des dieux. Et que les deux autres morceaux, dont celui, le chanter, celui sur lequel on sonne la mélodie, étaient eux orientés horizontalement dans l'axe des armes. Donc cet instrument qui a dépassé même la culture celte, puisque dans les colonies britanniques il est resté. Et pourquoi il est resté? Mais parce qu'il a une symbolique et une forme d'immanence. En l'instrument lui-même, il y a une capacité de galvaniser les troupes qui a bien dépassé le monde celtique et qui est resté donc en Inde, qui est resté en Jordanie, qui est resté en Égypte. Voilà. Immanence et transcendance. Les bandes de commandement. Ouais, c'est une vraie question. Beaucoup d'entre nous, les anciens, se la posent. Mais en fait, plutôt que de saisir la perche que m'a tendue le colonel Faudet,
En fait, la question à se poser, c'est la question du sens. Et on a parlé beaucoup depuis ce matin, reconnaissance, on a parlé des sens, l'essence, la musique, la peinture militaire, voir, observer, utiliser nos sens, et puis le sens, la fameuse question du pourquoi, qui est l'apanage du chef, quel que soit le niveau de responsabilité, le lieutenant, le capitaine, le colonel, le général, etc. C'est la question du pourquoi. Et donc, la question que je me suis posée, je n'ai pas encore répondu, c'est est-ce que les raisons qui ont prévalu à un moment donné pour abandonner ces bandes de commandement sur nos pantalons d'officiers, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Oui, non, première question. Et deuxième question, quelles seraient les raisons pour revenir à des bandes de commandement? Je vais y réfléchir. Et puis, le dernier sujet, je regarde si la grande silhouette du général Schill arrive, pas encore, c'est le lien étroit entre beauté et discipline. Ça, c'était l'intervention sur les 100 gardes, et qui m'a rappelé, quand j'étais tout jeune capitaine et que j'encadrais à Montpellier, à l'école d'infanterie, 5 promotions d'élèves officiers de réserve. Mon chef était, un de mes deux chefs plus exactement, était le général, aujourd'hui général d'armée, 2e section, Jean-François Hogarth. Et un de ses leitmotifs, mais qui m'a pénétré, parce que je n'avais pas suffisamment saisi le sens, c'était « un beau soldat est un bon soldat. Un bon soldat, un beau soldat est un bon soldat ». Et il faisait en sorte que ces cérémonies, notamment finales de formation des promotions, soient particulièrement belles. Moi, je pensais, bon, voilà, l'habit fait pas le moine, j'en étais un petit peu resté là-dessus. Et il m'a fait changer mon regard sur les apparences. Parce que ces apparences, elles sont extrêmement révélatrices, et on sait que quand il y a une belle cérémonie collective, derrière, il y a une troupe qui est forcément également très efficace sur le plan opérationnel. Tout ça, c'est important sur l'aspect à la fois le beau soldat et la belle cérémonie collective. C'est l'imbrication très forte entre l'individu et le collectif. Et ça, on le voit bien avec les travaux du colonel Coco Duverger sur les forces morales. On est en permanence en train de s'alimenter dans les deux dimensions, individuel, collectif, collectif, individuel. Voilà. Encore un grand merci, Emmanuel et Canard.